Alors l'état du monde, bon, cette fin de quart de siècle, l'état du monde, il est plutôt très, très périlleux, dangereux. C'est vrai que si on regarde ces 20 dernières années et si on remonte un peu en arrière, on a eu toute l'époque de la décolonisation, on a eu, je fais un peu vite, je prends les événements qui ont été des événements marquants. On a eu bien sûr le 11 septembre et l'après 11 septembre qui a ouvert toutes sortes de problèmes spécifiques. On a eu la crise financière qui a été un désastre économique pour le monde entier. On a eu évidemment le Covid, on a aujourd'hui la guerre, on a eu l'émergence de la Chine qui est montée en puissance, qui est devenue le premier partenaire commercial mondial, on a la digitalisation qui avance à une vitesse VV', et donc tous ces phénomènes ont, je dirais, marqué très fort non seulement les 20 dernières années, mais les précédentes, et font qu'aujourd'hui on est dans une période très compliquée de transition, avec des inégalités croissantes. Ces 40 dernières années, elles n'ont fait qu'augmenter, globalement, mais aussi à l'intérieur de chacune des entités régionales ou des pays. Et enfin, on a connu aussi ces dernières années une érosion de la confiance dans les institutions. Les démocraties ne vont pas très très bien là où elles existent, le populisme a gagné du terrain, les gens n'ont plus confiance dans les institutions, leur capacité à résoudre les problèmes ou à les affronter de façon juste. Tout ça crée un climat extrêmement compliqué et pourtant, je pense qu'il ne faut pas pour autant sombrer dans le désespoir parce qu'on constate aussi dans les nouvelles générations, certes une approche très différente en termes de mobilisation de celle qu'on a connue dans les années 80, mais il y a une volonté de la part des jeunes générations d'être actifs, de participer différemment, c'est clair. Et je pense qu'il y a beaucoup de créativité aussi chez cette nouvelle génération, même si on a bien sûr toutes les insécurités climatiques, parce que ça, c'est évidemment la grosse crise qui menace le monde entier. Oui, d'une certaine façon. Et pourquoi? Parce que la CNUSET, en fait, elle dépend de ses États membres, 195 États membres, qui sont, je dirais, qui ont une vision du monde qu'on peut ne pas partager quand on est écologiste, mais néanmoins qui est une vision du monde que partage, ou partage plus ou moins, un certain nombre d'États membres. Et donc, oui, la CNUSET est une organisation qui utilise les paramètres plus classiques, comme on mesure la croissance à la hauteur du produit intérieur brut, on emploie des outils et des instruments, on produit des données, on fait du classement de pays et on intègre relativement peu les aspects comme le capital humain, le capital naturel, les éléments autres qui font le développement. Alors pourquoi? Parce que c'est une organisation économique pilotée par ses États membres et pour avoir moi-même coordonné toute la conférence de la CNUSET qui tous les 4 ans donne le nouveau mandat à nous, ben oui, ce n'est pas la révolution. Hein, les États membres ne sont pas entendus sur un texte révolutionnaire qui allait changer le monde, durabilité, etc. Bien sûr, le mot durable se trouve à tous les coins de page, mais ce n'est pas pour ça qu'on s'entend sur ce que ça veut dire. Et donc oui, on travaille dans un contexte qui est celui de l'ensemble des États membres, donc un espèce de consensus qui peut apparaître mou, vague, mais c'est ça la réalité d'une organisation intergouvernementale, ce n'est pas le monde rêvé des écologistes. Ceci dit, la CNUSET est aussi l'organisation qui est la voix des pays en développement et donc elle porte une série de revendications ou de plaidoyers sur la réduction, voire l'annulation des dettes, sur la solidarité, sur la lutte contre les inégalités. Donc c'est une organisation en fait assez progressiste et certains au sein des Nations Unies, dans les États membres, la trouvent un peu l'enfant rebelle ou l'enfant contestataire, même si ça n'apparaît pas assez pour certains, pour d'autres c'est déjà beaucoup trop. Autrement dit, voilà, c'est la complexité de manager une organisation dans laquelle on a à la fois les États-Unis, Israël et la Palestine, la Russie et l'Ukraine. Tous ces gens-là doivent s'entendre pour nous donner un mandat. On imagine que ce n'est pas si facile. Bon, alors, revendiquer ces engagements passés, non. Bien sûr qu'ils sont connus, c'est un secret pour personne que c'est de là que je viens, mais je ne les revendique pas, parce qu'une fois qu'on est fonctionnaire international, on devient impartial. On parle à tout le monde, et donc je parle aussi
à l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, à des gens avec lesquels je n'ai pas tellement d'acquaintance, mais qui font partie à l'Ukraine et à la Russie. Mais voilà, ça fait partie de la fonction. Donc non, je ne le revendique évidemment pas. Par contre, est-ce que mes expériences passées ont apporté quelque chose? Ça, oui. Ça, c'est clair que je dirais même que, y compris la fonction de coprésidente d'Écolo est un excellent apprentissage pour gérer des choses, je dirais parfois un peu compliquées ou difficiles à gérer. Mais au-delà de ça, c'est vrai, le fait d'avoir été à différents niveaux de pouvoir, dans la majorité, dans l'opposition, ça aide beaucoup non seulement à comprendre, mais aussi vis-à-vis des interlocuteurs, eux, réalisent qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui a exercé des responsabilités. Donc on n'a pas le même discours quand on sait soi-même quelles sont les contraintes d'un gouvernement, parce qu'il ne faut pas oublier que nos interlocuteurs principaux à la CNUSET, ce sont les gouvernements, ce n'est pas l'opposition. Même si on parle à la société civile, même si on parle au monde académique, même si on parle éventuellement aux opposants, mais nous, on n'a pas à prendre position, et nos interlocuteurs, c'est les gouvernements. Et donc pour eux, le fait d'avoir en face d'eux quelqu'un qui a exercé, et ils le savent, parce que chaque fois qu'il y a une réunion, ils ont le CV de la personne à qui ils parlent devant eux. Et donc, c'est quelque chose qui aide. Et c'est clair que mon expérience passée est un formidable soutien à toutes les activités que j'ai eues ces 5 dernières années et que j'espère encore avoir. Alors, la bureaucratie, c'est un fait, ça c'est évident, mais la bureaucratie, elle concerne essentiellement ce qu'on appelle dans les Nations Unies le secrétariat, c'est-à-dire la gestion de l'organisation. Tout est compliqué, tout demande 36 bazars, documents, papiers, et on fait compliqué là où on peut faire simple. Ça c'est clair, mais c'est pour l'interne, l'organisation elle-même. Pour ce qui est des rapports et de la politique, entre guillemets, ou de ce qu'on fait avec les États membres, la bureaucratie ne s'exerce pas. Ce qui se passe, c'est plutôt un modèle assez formaté, assez formel de prise de position. Dès que les ambassadeurs représentant les pays sont là, on parle d'une certaine façon, on ne parle pas comme je vous parle, on ne dit pas les choses de façon directe, en tout cas pas dans les enceintes formelles. Et puis alors il y a, et ça c'est normal, c'est la diplomatie et c'est bien comme ça, sinon comment est-ce qu'on ferait? On se jetterait tous des pots à la tête parce qu'on a toutes sortes d'oppositions diverses et variées dans le monde. Donc il y a tout un vocabulaire et une liturgie qu'il faut respecter. Mais c'est comme dans un parlement. Dans un parlement aussi, il y a des questions, des réponses, il y a un ordre à ça, il y a toutes sortes de règles procédurales. Par ailleurs, il y a tout l'informel. Et l'informel, c'est très important aussi, tous les cafés qu'on boit ou autre chose, la manière dont les ambassadeurs peuvent créer des alliances. Et moi, j'ai pu vraiment mesurer à quel point c'est important d'avoir des relations humaines respectueuses avec tout le monde, y compris avec ses ennemis d'ailleurs, parce que ça permet à un moment donné de trouver des compromis, de demander à l'un ou l'autre d'accepter quelque chose qui ne lui va pas, de pouvoir rechercher ou faire monter l'intérêt général. Et ça passe à travers des gens, des hommes et des femmes. Et donc ce côté-là, ce n'est pas la bureaucratie, c'est vraiment la responsabilité individuelle, l'esprit du bien commun ou de l'intérêt général. Et il y a quand même ici, moi j'ai rencontré beaucoup de gens, que ce soit ou des ministres ou des ambassadeurs ici, qui sont des gens fantastiques et qui font ce boulot très bien et avec lesquels j'ai eu vraiment du plaisir à travailler parce qu'on on parvient à construire une relation de confiance et de respect qui amène et qui aide à chercher du compromis là où ça apparaît comme impossible ou très difficile. Ça ne marche pas à tous les coups, c'est clair. Mais les relations humaines sont extrêmement importantes aussi, à côté de côté bureaucratique ou formel parfois un peu lourd, où les gens peuvent se dire en regardant ça, mais à quoi ça sert? Ils n'arrêtent pas de parler pour ne rien dire. Ben non, on a l'air de parler pour ne rien dire, mais en fait, beaucoup de choses passent à travers ça et permettent de respecter, je dirais, l'attention qu'on porte à tout le monde. Ben, belge en tant que tel, non, pas vraiment. Par contre, être belge est un atout parce que, c'est un petit pays, c'est un État fédéral avec beaucoup de diversité. Et donc, en fait, quand on est belge, on est assez, comment je vais dire, outillé, ou parfois mieux outillés que les Français, les Allemands, pour ne prendre que des Européens, ou, je ne sais pas moi, les gens d'un grand pays africain qui ont un sentiment qu'ils sont une bonne partie du monde. Nous, on n'a pas le sentiment d'être une bonne partie du monde. Et donc ça, c'est plutôt un atout. Je le vois d'ailleurs
Par exemple, j'ai un ambassadeur irlandais avec lequel j'ai beaucoup travaillé. L'Irlande, c'est un peu comme la Belgique, c'est un petit pays, en plus c'est un pays insulaire, qui a connu pas mal de problèmes dans le passé et qui a, on a les mêmes codes en fait sur la manière de se comporter, un peu d'humour, un peu une manière, on se prend pas trop au sérieux et ça aide. Donc être belge, ça aide, mais ça n'est pas une valeur en soi ou ça ne vous donne pas un statut, ça vous donne des outils. Mais d'abord, avant de répondre à la question, je voudrais juste, pour ceux qui ne sont pas très familiers, et c'est bien normal de tout ça, dire en 2 mots c'est quoi le multilatéralisme. Parce que bon, il ne suffit pas d'être à 3, ou comme on est ici aujourd'hui, pour être multi. Le multilatéralisme, à l'échelle des Nations Unies, c'est en fait le fait que l'ensemble des pays adhèrent à des valeurs, la charte des valeurs des Nations Unies, qui est très importante, c'est la charte des droits de l'homme, c'est vraiment une adhésion à des valeurs, et c'est le fait que chaque pays, y compris le plus petit, les îles Tonga, des pays avec 300 000 habitants, la Barbade ou l'Afrique du Sud ou l'Allemagne, ont le même poids et sont entendus et ont droit à la parole et au respect de la même manière. C'est extrêmement important parce que c'est évidemment rien que ce modèle-là, normalement, empêche les grandes puissances d'écraser les plus petits. Bon, ça c'est je dirais, le cadre intellectuel ou le cadre général. Le multilatéralisme ne va pas bien aujourd'hui. Il ne va pas bien parce que les puissances, justement, les grandes puissances, que ce soit l'émergence de la Chine, que ce soit les États-Unis qui ont toujours été ou qui l'ont été depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont vraiment une puissance importante et font partie des vainqueurs de la guerre, impose un certain modèle ou une certaine vision du monde qui n'est pas toujours compatible avec celle de pays en développement, par exemple. Et donc, on est dans un multilatéralisme compliqué. Ça a toujours existé, mais ça l'est d'autant plus aujourd'hui que sont montés, depuis l'ère Trump, mais pas seulement, ça commençait déjà avant, une grande tendance au nationalisme, mes intérêts d'abord, Make America Great Again, et tous les nationalistes de tout poil qui pensent que c'est d'abord leurs gens avant tous les autres. Et donc cet esprit de partage et d'égalité entre tous, de droits humains, est évidemment en danger ou plus difficile aujourd'hui qu'avant. En outre, les grandes puissances sont montées et commercialement, économiquement, la globalisation a amené à de grandes confrontations entre USA et Chine d'un côté, entre l'Union européenne qui est là un peu un petit joueur finalement. Nous sommes un très petit joueur, il ne faut pas demander la Belgique, mais même l'Union européenne économiquement est un relativement petit joueur par rapport à ces deux grands. Et donc les tensions commerciales, l'escalade entre ces grandes puissances n'aide pas non plus au multilatéralisme. Alors, on est aujourd'hui, on l'a vu sur les vaccins par exemple, à quel point il a été difficile, malgré le fait que l'OMS avait cette entité qu'on a appelée COVAX, qui est un endroit où on pouvait donner des vaccins et les distribuer. C'est surtout les pays riches qui ont d'abord acheté les vaccins pour eux, pour leur pays, et puis avant tous les autres, et donc on fait traîner quelque part la pandémie longtemps, et peut-être encore pour longtemps. Donc il y a beaucoup de nationalisme et d'intérêts nationaux d'abord, ce qui est absurde entre nous soit dit, parce qu'il n'y a aucune des crises qui nous menacent aujourd'hui, la crise climatique, la question de l'économie digitale, toutes ces questions appellent des réponses globales. Enfin, ça n'a aucun sens de croire qu'on va aborder ça à l'échelon d'un pays ou même d'une région du monde. C'est grotesque. Mais voilà, c'est aussi au niveau national qu'on se fait élire, c'est là qu'on essaie de plaire à ses électeurs, et c'est là qu'on leur envoie le discours qu'ils aiment d'entendre. Bon, c'est moche, mais c'est comme ça. Donc oui, le multilatéralisme n'est pas en très bon état aujourd'hui, mais ce n'est pas parce qu'au niveau du Conseil de sécurité, des instances qu'on voit à la télé, là, où on voit des chefs d'État à la tribune, etc., qui est d'ailleurs le Conseil de sécurité composé des gagnants de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'on est dans un tout autre monde aujourd'hui, mais bon, je ne suis pas sûr que ce serait une bonne idée d'ouvrir la boîte de Pandore aujourd'hui, parce que je sais où on l'ouvre, mais je ne sais pas où on la ferme. Toujours est-il que, à côté de ce multilatéralisme-là qui a l'air un peu en panne et qui objectivement a du mal, on voit bien que la guerre en Ukraine, à quel point c'est compliqué pour les Nations Unies d'agir pour la paix, finalement, parce qu'en fait, on ne représente que tous les autres, enfin, que tout le monde, et donc on n'a pas vraiment de pouvoir ou de force spécifique. Mais ce n'est pas parce que ce multilatéralisme-là est en danger qu'il faudrait que tout l'édifice croule. Parce qu'en bas de l'édifice, il y a aussi ce que moi j'ai appelé le multilatéralisme d'en bas dans mon blog. Ça ne veut rien dire, sauf que c'est tout ce qu'on ne voit pas.
entre autres que la CNUSET fait, mais pas seulement. Ici, à Genève, on fait énormément de choses qui touchent à la vie quotidienne de milliards de personnes. Que ce soit sur, bien sûr, l'Organisation mondiale de la santé, qui a des programmes, on a bien vu sur la pandémie, mais bien avant, la question des vaccinations des enfants, d'éradication de maladies dans le monde entier. C'est aussi grâce à une coopération internationale sur la santé qu'on arrive à de vrais résultats. Les pays n'y arriveraient jamais seuls. Si je prends le GIEC, qui est basé ici à Genève, tout le monde voit bien de quoi il s'agit, l'importance d'avoir des scientifiques qui travaillent ensemble, des scientifiques du monde entier, pour nous donner les données sur le climat. Que je prenne par exemple l'Organisation mondiale du commerce. On peut ne pas aimer l'approche commerciale, en attendant, heureusement qu'on a un lieu dans lequel tous les pays discutent ensemble. Alors, pour le moment, je dois dire que l'organisation elle est un peu en panne parce qu'il n'y a plus d'accord sur rien, mais on a une série d'organisations qui touchent à vraiment des choses très concrètes, très immédiates, avec des résultats qui touchent à la vie de tout le monde. On a bien sûr le Conseil des droits de l'homme, où il n'y a pas une instance qui dit quels sont les bons et quels sont les méchants, parce que qui serait amené à pouvoir dire ça, mais où il y a ce qu'on appelle de la revision par les pairs, donc chaque pays inspecte et chaque pays passe devant tous les autres, et même la Belgique d'ailleurs est condamnée par la Cour des droits de l'homme sur certains dossiers sur lesquels elle n'est pas bonne, et le fait qu'on est observé par tout le monde crée aussi une dynamique un peu différente. Alors tout ça est une aspiration, les droits humains, le multilatéralisme idéal, c'est plus un objectif que quelque chose qu'on va atteindre un jour, parce que le monde idéal, il n'existe pas. Et qu'on on tend vers, avec beaucoup d'échecs, avec des chemins de traverse, avec des endroits du monde où ça ne va pas du tout, et où l'ONU se casse la figure, enfin n'arrive pas à régler, mais il n'arrive pas à régler parce que les pays qui le mandatent pour le faire ne veulent pas avancer. Israël, Palestine, pourquoi est-ce qu'on est toujours 40 ans après dans une telle opposition? Parce qu'il n'y a pas de volonté, ni de la part d'Israël, soutenue par tel et tel et tel, ni par le monde arabe, de trouver ensemble un accord. Et donc, oui, le multilatéralisme ne va pas très très bien, mais il y a aussi beaucoup de choses très utiles et très positives qui fonctionnent, et je ne voudrais pas, moi, modestement, que parce que les choses sont difficiles à l'échelon global, que l'on considère que la machine n'a plus de sens et qu'en définitive on peut s'en passer. Ce serait, je pense, une énorme erreur, parce que tout simplement, les Poutine et autres se retireraient sur leurs terres, si je peux dire, ou sur leurs empires anciens, et on sait ce que ça a donné. Si c'est ça qu'on veut répéter ou multiplier, je pense que ce sont de très très graves erreurs. Donc attardons-nous sur ce qui fonctionne et soyons, je dirais, constructifs sur l'ensemble des dossiers sur lesquels il y a moyen d'avancer ensemble sur des choses très importantes et très utiles. Alors la toute première et la plus urgente, c'est la crise alimentaire. Elle menace une partie importante du monde suite à la guerre en Ukraine. Et je pense que c'est la première chose, c'est une question de survie, c'est une question urgentissime. Et donc je trouve que cette crise alimentaire doit être prise en considération très vite et tout de suite. La deuxième grosse priorité, évidemment, c'est la crise climatique. Et il va de soi qu'aujourd'hui, elle affecte encore bien plus les zones tropicales, c'est-à-dire entre les tropiques du Cancer et du Capricorne, donc c'est la partie des pays en développement, c'est là qu'ils sont. C'est eux qui sont les plus affectés par les sécheresses, les phénomènes extrêmes, etc., et qui ont déjà aujourd'hui des problèmes majeurs. Le problème, c'est que dans la crise climatique, chacun regarde à partir de sa propre entité, et les fonds qu'on attribue aux pays en développement pour s'adapter à la crise climatique sont totalement insuffisants. Or, c'est eux qui, en étant très peu responsables, sont ceux qui payent pour le moment le plus lourd tribut. C'est totalement injuste. Et donc, on ne peut pas regarder seulement la crise climatique en mettant un couvercle au-dessus de l'Union européenne en disant on va faire, je ne sais plus combien, moins 55% ou moins 50% de CO2 à l'échelle de l'Europe, mais si on fait produire nos trucs en Chine, ça ne ressemble pas à grand-chose. Donc je crois la crise climatique doit rester très haut dans l'agenda. Parfois, comme écologiste, je souris un peu parce que depuis que je suis à la CNUSET, moi j'ai essayé d'amener, je dirais indirectement, cette question sur la table, ce qui est très difficile pour les pays en développement, parce que eux, qu'est-ce qu'ils voient derrière ça? Ils voient un protectionnisme vert. Et ils disent, les pays développés, vous êtes quand même gonflés, quoi. C'est vous qui êtes responsable de tout, et maintenant vous nous dites qu'on doit faire attention, et vous nous dites qu'on doit changer nos économies, alors que nous, on a un taux de pauvreté qui explose, qu'on a des dettes irremboursables, et vous nous demandez à nous de faire un effort pour la crise climatique, alors que c'est vous qui en êtes les responsables.
Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. Les pays en développement sont donc pas enfin, ils sont pas fermés bien sûr parce qu'ils voient bien que chez eux aussi ça affecte leurs économies, mais ils estiment que la responsabilité et donc le financement est d'abord et avant tout celle des pays développés. Donc cette crise climatique, elle doit se doubler, pas seulement de ce que je fais au niveau de ma commune, etc., ce qui est très très bien, parce que je pense que ça augmente la conscience individuelle et collective, mais au-delà de ça, on doit toujours garder en tête qu'il y a le reste du monde, et qu'il n'y a pas que notre petit univers de petits Belges, de petits Européens nantis, même si pas mal d'inégalités traversent notre vie quotidienne. Et puis la troisième crise qui pour moi est essentielle, c'est la crise dans les institutions. Je pense que celle-là, elle est grave. Elle met en danger, je dirais, tout ce qui aujourd'hui fait qu'on peut se parler, qu'on peut dialoguer, même si on ne s'entend pas, mais au moins qu'on puisse avoir un lieu où les choses se disent. Et ça, si les institutions sont totalement décrédibilisées, c'est la porte ouverte à n'importe quel dictateur ou à n'importe quel malade mental. Non, surtout pas. Je pense qu'il y a assez d'institutions à l'échelle internationale et à l'échelle régionale. En plus, se sont ajoutés ces dernières années, enfin ces dernières décennies, le G7, le G20, le G24, qui sont des trucs informels. Ce n'est pas des institutions, c'est des lieux de rencontre. Ou le WEF, là, le World Economic Forum, toutes ces donc non, les institutions, il y en a plus qu'assez. Par contre, il y a des choses à faire au sein de ces institutions pour les rendre plus effectives, plus efficaces. Et donc je crois que le problème des institutions internationales aujourd'hui, c'est sans doute le fait qu'elles représentent le monde du passé, qu'elles ne tiennent pas assez en considération la question des villes, par exemple. Je pense que la question le poids des maires, M-A-I-R-E-S, et des villes est extrêmement important, ou par exemple par rapport à la question écologique, ou même la question sociale, ou la question des migrations. Les villes sont des lieux extrêmement importants, et je trouve que les maires sont des gens qui ont une expérience extraordinaire, qui devraient être mieux entendus. La société civile, évidemment qu'elle a, la société civile, un paquet d'idées, de revendications, les peuples indigènes, les questions du genre, enfin bon, il y a une multitude d'organisations. Elles devraient être mieux intégrées au processus décisionnel. Elles le sont, mais elles le sont pour des auditions, pour des consultations, et puis après, bon, on a moins leur impact est moins grand. Comment organiser ça? Ça, c'est très compliqué, parce que quelle est leur légitimité? Voilà, au moins les gouvernements, ils sont élus en principe, et ils ont une légitimité entre guillemets électorale. Bon, on peut discuter si, je sais pas moi, si certains royaumes ou certains pays à démocratie relative, mais néanmoins, au moins là, on a une base commune, si je peux dire. Quand on n'a pas de base commune, qui et comment devient un interlocuteur. Donc c'est assez compliqué d'avoir une organisation, de remplir ou de prendre en considération des acteurs qui sont non étatiques, mais qui sont quand même très très importants pour entendre ou faire entendre des questions nouvelles, que ce soit la question écologique bien sûr, même si elle n'est plus nouvelle, que ce soit les questions digitales, que ce soit la manière dont la jeunesse aborde les problèmes. L'ONU, c'est quand même une organisation qui est, je ne vais pas dire vieille, mais enfin qui est quand même, je dirais, pris dans les mains d'un certain establishment, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir. Et donc, à côté de ça, il y a toutes sortes de dynamiques nouvelles qui ne sont pas suffisamment entendues. Ceci dit, il ne faut pas croire que les Nations Unies ne se rendent pas compte de ça. Le secrétaire général Guterres a justement pas mal travaillé sur ce qu'on appelle le Common Agenda, donc vraiment sur les choses nouvelles. Il a envie de mettre en place des choses liées à la question du temps, des générations futures. Enfin, oui, il y a plein de choses qui bougent. Le problème, c'est que les États membres, souvent, ne suivent pas, parce qu'eux veulent business as usual. On a toujours fait comme ça, pourquoi est-ce qu'on changerait? Et chacun a son précaré ou son silo dans lequel il fait entendre sa voix. Donc changer les organisations, c'est compliqué, mais je ne vois pas l'intérêt d'en rajouter. Franchement, la lasagne, il y a déjà suffisamment de couches. Par contre, essayer de les dynamiser, de les faire fonctionner, de leur donner la possibilité de délivrer sur le terrain vraiment des résultats, et puis surtout de le faire entendre. Moi, je suis quand même étonnée, et je sais que ce sera ta dernière question, tu me demanderas si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, si j'avais une baguette magique, je la ferais d'abord, je la balancerais au-dessus du berceau d'écolo. Parce que je pense que
on est un peu trop provincialiste à Écolo. On est très bon dans tout ce qu'on doit faire à l'échelon local, etc. Mais je trouve que les questions globales et internationales, ça n'intéresse pas grand monde. On a peut-être l'un ou l'autre député que ça intéresse, donc on est content parce qu'au fond, il fait le job, et voilà. Mais cette conscience du local au global, ça fait partie, normalement, je dirais, du fondement de l'écologie, mais ce n'est pas vrai dans la pratique. C'est pas vrai dans la pratique. Ces questions-là sont souvent, sauf pour dire des choses très générales et génériques sur l'avenir du monde, ok, mais enfin bon, ça c'est bien, mais c'est un peu de l'idéalisme. Quand il faut s'y coller étape par étape, travailler à porter des questions, à s'intéresser à ce qui vibre dans le monde entier, y compris en se décentrant et en acceptant de parler ou de voir qu'ailleurs les paramètres sont complètement différents, ça c'est pas quelque chose que tout écolo fait. Donc moi, j'espère que dans l'avenir et que les nouvelles générations écolos vont s'intéresser vraiment à pas seulement participer à une COP avec 3 panneaux, mais réellement de prendre en considération le restant du monde qu'on doit entendre, qu'on doit comprendre, même si on ne l'aime pas. Même si on n'aime pas la manière dont la Chine fonctionne avec les Ouïghours, même si on n'aime pas l'Arabie Saoudite, même si on n'aime pas une série de pays, ils sont là, ils pèsent, et ce n'est pas simplement en les condamnant, ce qu'on doit par ailleurs faire, qu'on résoudra ou qu'on fera grandir le dialogue entre les nations. Et donc je trouve que ça manque un peu.